Querelleurs, querelleuses, bienvenue dans cette nouvelle émission qui sera un podcast et aussi une vidéo sur YouTube. Je suis en présence de mon camarade Ed Wood avec qui j'ai le plus grand plaisir de me retrouver et de souhaiter la bonne année, Ed Wood. Bonne année, que ça fait plaisir de réentendre ce gimmick querelleuse, querelleur. Oui, on est là, on est de retour pour un numéro spécial et je crois qu'on va faire comme tous les autres podcasts et tous les autres vidéastes, on va faire notre top aujourd'hui. Je me porte en faux, on va faire un concept bien à nous, jamais vu auparavant, un top de l'année 2023. Et Un j'ai envie top. de te dire, on va pas faire un top. D'abord parce que ton top, il m'a l'air pas tout à fait organisé tel que tu me l'as décrit. Et puis aussi parce que on va faire un bilan de l'année, de comment ça s'est passé. Nous, c'est une année sans querelle finalement, ou presque. Donc, on va voir Mais ce que pas ça sans donne. cinéma. Et pas sans cinéma, peut-être moins de cinéma en ce qui me concerne parce que je suis pas parisien et que j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais enfin, j'ai quand même vu des films et j'ai pu établir un top 10. Mais avant, j'ai envie de te demander si les fêtes se sont bien passées, si tu envisages cette année 2024 avec la frite, la banane, comme on disait dans les années 80. Ah oui, tu as plein d'expressions dans ta besace. Mon Dieu. Bah oui, j'ai passé de bonnes fêtes. Je me suis exilé à la montagne avec ma petite famille et mon nouveau chat. J'ai un chat maintenant. Tu n'es plus le seul querelleur à avoir un chat. Et j'ai un chaton de 5 mois maintenant. Ah ouais. Et on est parti à la montagne. J'ai eu de la neige, j'ai eu du temps calme, j'ai eu des balades en forêt avec la neige jusqu'aux genoux. C'était cool. J'ai eu des cadeaux qui se rapportaient au cinéma. Ça, c'était cool aussi. Alors, j'ai eu des bouquins, un bouquin qui a l'air super bien sur le tournage du Parrain. Donc j'avais déjà vu la série là, qui était sortie l'année dernière, j'avais dévoré ça et là j'ai hâte de lire ce bouquin. Ouais, et j'ai hâte de lire ce bouquin qui a l'air beaucoup plus documenté et proche de la réalité. Et voilà, j'ai eu un Lego Indiana Jones, c'est mon Lego annuel. Et savais-tu qu'il y avait un jeu Robocop qui nous replonge dans l'univers de... J'ai vu des tests, notamment chez Seth Dugrenier, le comparse du JDG. Bon, moi, je joue pas au jeu next-gen, hein, tu sais que je suis encore sur Zelda pour les 3 prochaines années. Mais il a l'air pas mal, ouais, l'ambiance a l'air sympa. L'ambiance y est, techniquement, c'est pas très très joli. Mais on est bien dans l'ambiance du film et c'est assez sympa. Ouais. La question importante, c'est est-ce qu'il y a le score de Basile Polidoris ? Il est là par moment, oui. Je ne sais pas si c'est le score exact de l'original, mais en tout cas, il y a le gimmick qui revient, les notes qu'on reconnaît tout de suite, surtout dans les séquences de fusillade. Donc je pense que oui, c'est respecté. Oui. Mais écoute, en 2030, quand j'achèterai une PS5, je jouerai au jeu Robocop. Moi, on dirait un jeu PS3. Ah ouais, moi je joue que aux consoles d'occasion. Je ne suis pas intéressé par les progrès techniques. Ce qui m'intéresse, c'est le gameplay et l'ambiance. Donc voilà. Bah écoute, bien. Et toi, tes vacances alors ? Alors, mes vacances n'ont pas été super reposantes parce que c'était en famille, la grosse famille avec les 11 cousins, donc mes neveux, nièces et mes filles réunis. Mes parents qui ont passé les 80 printemps. Et voilà, donc on a trop mangé. J'ai pas bu parce que je ne bois plus depuis plus de 6 mois maintenant. Et ouais, c'était crevant. Heureusement qu'on reprend le boulot pour se pour se reposer un peu et manger équilibré au self. Ouais. Mais c'était très sympa, ça, voir les cousins s'amuser entre eux, c'est assez génial. Donc c'est malheureusement trop rare puisque mon frère habite très loin à Helsinki. Et voilà. Et est-ce que tu as pris des résolutions d'aller un peu plus au cinéma ? Le cinéma, tu vois, j'ai laissé expirer ma carte UGC. Je vais peut-être en refaire une, mais je me dis que je vais payer mes séances et que c'est pas grave de pas voir 500 films par an. Ce qui compte, c'est de voir ceux qu'on a envie de voir et dans de bonnes conditions.
Et j'avoue que la carte faisait un truc, c'est que je me donnais plus le choix dans la salle, parce qu'en gros, la salle UGC près de chez moi, c'était toujours la même. Et j'étais dépendant de la programmation. Et donc voilà. Donc on verra. Au printemps, je pense que j'aurai plus le courage d'affronter les transports en commun pour aller à Paris. Donc je ferai ça. Mais quand tu dis ça s'est arrêté automatiquement, j'ai l'impression que c'est super dur de sortir de ce genre d'abonnement où justement ils Ah oui, mais reconduisent comme je connais, systématiquement. attention là, ça commence à faire un tunnel, mais non, moi Ah non, c'est intéressant. je ne m'abonne pas au mois, si tu veux, parce que je me connais. Dès qu'il y a eu un obstacle administratif pour se désabonner, je deviens totalement incompétent et je suis capable de rester abonné 10 ans à un truc, tout juste parce que je n'arrive pas à affronter psychologiquement le désabonnement. Donc, quand je me suis abonné, j'ai dit je paye pour un an. J'ai payé pour un an et à la fin de l'année, c'était terminé. Donc, j'aurais dû renouveler. Je ne l'ai pas fait. Bon, je reprendrai peut-être. Après, il y a des périodes qui donnent plus envie de s'abonner que d'autres. Donc, on sait qu'au moment du Festival de Cannes et à la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup de films. Peut-être là, ça vaudra le coup pour aller voir un film tous les jours. Je sais pas. Je vais peut-être. Je sais pas ce que je vais faire. Pendant les Jeux Olympiques, je vais peut-être m'installer, prendre un cinéma pour ne faire que ça et ne pas entendre parler des Jeux Olympiques. Et on Bah, tu verra. sais que pendant les Jeux Olympiques, il y aura justement pas de tournage. Et là, c'est un peu le gros problème de tous les comédiens de complément qui font beaucoup de figurations, tels que moi, par exemple, parce que Ouais. vu que le spectacle a un petit peu décliné, on est obligé de faire des à côté comme ça. Et la période de mai à peut-être septembre, voire même octobre, parce que je crois qu'il y a les Jeux paralympiques, Oui, mais enfin, est les un Jeux peu paralympiques, problématique. ça Mais intéresse. non, mais parce que en fait, ça paraît une longue période, mais c'est juste que les productions ne vont pas s'engager dans cette période-là, c'est tout. Ah ouais. Bah, il Mais y aura peut-être beaucoup de films faits en province. oui, il y a déjà beaucoup d'annonces pour Marseille, Ah. pour Lyon et tout ça. Alors, on va citer 10 films chacun. Certains seront peut-être en commun. Certains Oh là, peut-être 10 seulement pour un top 10. bah, Est-ce que tu n'aurais pas triché, toi? Parce que c'est-à-dire, les autres années, je te connais, tu as mis des ex-aequo partout. À il la n'y a fin, tu avais aucun 20. ex-aequo, mais comme j'ai vu moins de films cette année, il y avait moins d'embouteillage pour réussir. Et puis, peut-être aussi que j'ai élevé mon niveau d'exigence pour me plier aux 10 films. Donc, ça Moi, n'a pas été si difficile que ça. j'avoue que je n'ai pas respecté du tout. D'une part, il y en a pas 10, il y en a plus, et d'autre part, je les ai pas classés. En Mais fait, écoute, j'étais parti sur l'idée du top, effectivement, mais en même temps, la hiérarchisation des films, c'est un peu artificiel totalement. et il y en a peut-être trois qui se dégagent chez moi, mais après, le reste, c'est un peloton et j'arrive pas trop à déterminer qui est devant qui. Donc, essayons comme Mais ça. Toi, je crois que tu es plus ordonné. je te propose qu'on essaye de monter en puissance et puis de toute façon, on s'écharpera pour les 3 premiers et on verra bien où ça nous mène. C'est pas très grave, les gens sont habitués à Querelle et C'est peut-être querelle, pas merde. à notre podcast. Podcast qui va peut-être subir un refresh, un renaming, comme on ne dit pas dans le milieu, pour plein de raisons. Mais Bah, déjà, depuis le début, le nom n'est pas fixe, mais ouais, on a c'est vrai. fixé un nom, mais on Bah, n'était c'est pas. le podcast de Querelle, mais le Voilà, podcast en lui-même n'a pas encore de nom fixe. Écoute, je vais commencer, je vais en donner un, tu vas en donner vas-y. 2, je donnerai 2 suivants, et cetera. Puis, et puis les films dont on a déjà parlé parce que toi ou moi les aurait cités, ben, on reviendra pas dessus. Et en 10e position de mon top, parce que moi j'ai suivi les règles, monsieur, j'ai mis le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron, dessin animé japonais. On peut plus jamais dire le dernier film de Miyazaki parce que peut-être qu'il va en sortir un peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. C'est Euh, peut-être l'antépénultième, on ne sait pas. ouais, ouais, et puis il a déjà dit qu'il travaillait sur un nouveau film. Et puis je crois qu'il y a l'histoire de la succession de Ghibli
qui le pousse peut-être à rester, parce que en fait cette question-là n'est pas résolue. Ghibli n'est pas sauvé, n'est pas pérennisé finalement au-delà de lui, puisque ses associés sont tous décédés ou partis fâchés à un moment ou un autre. Et donc le garçon et le héron, je vais pas dire que c'est une déception parce qu'il est dans mon top, mais normalement pour moi un film de Hayao Miyazaki a toutes les chances d'être numéro 1 du top de facto. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Visuellement, il est très différent de ce qu'il fait habituellement. Il y avait un côté hyper prolifique, parfois un peu brouillon, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il y a des flous, il y a du tumulte, il y a de la couleur, et il nous amène dans cette espèce de trip qui raconte en fait l'histoire simple d'un garçon qui doit aller outre le deuil de sa mère. Je ne divulgage pas parce que c'est pratiquement dans les 3 premières minutes du film que ça se produit. Et pour nous raconter cette histoire simple, il nous emmène très très loin. Il y a quelque chose de très déstabilisant dans le film, c'est que il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas d'aventure, et il y a finalement pas tellement de parcours du héros. Le héros, il est brinque-ballé par les événements du film, par les univers et les personnages qu'il rencontre, mais c'est drôle, c'est beau, c'est poétique comme on le dit souvent, mais finalement là, je pense que ça se justifie, et j'ai vraiment passé un moment délicieux. Mais je dois dire que tout Miyazaki que ça ne fait pas partie de ceux que je peux me dire je vais le revoir vendredi soir et tiens peut-être dimanche après-midi aussi, quoi, comme ça pourrait m'arriver avec un Mononoke ou Totoro que j'ai vu 1000 fois quand mes filles étaient enfants. Alors moi, il n'est pas du tout dans mon top, donc je vais un petit peu compléter ce que tu dis avec mon avis. Il m'a surpris comme toi, j'ai été dérouté comme toi, et par contre, comme tu dis, il n'y a pas de fil conducteur et de trame qui te prend par la main, et pour le coup, ça m'a laissé sur le côté, en fait, et j'ai pas suivi le chemin avec le personnage. J'ai trouvé que moi j'aime bien quand un réalisateur, quand il avance en âge, arrive à épurer complètement son art. Et là, c'est le contraire qui se passe. Il y a une boursouflure de tous ces talents, et il y en a, il y en a beaucoup partout. C'est ce que je reprochais quand on a parlé du Scorsese aussi. C'est de faire une démonstration de force plus que d'emmener le spectateur avec lui. Et il y a plein de choses qui m'ont gêné. Par exemple, au tout début, le jeune héros, on vient le chercher, je sais plus à quel endroit, en voiture. Et c'est un véhicule qui est à la Miyazaki, mais qui est animé de manière très étrange. C'est que tout bouge dans la voiture. Il y a le moindre petit tissu, le fauteuil tremble, tout bouge. Et je trouvais que c'était trop, quoi. Du coup, ça trop de course au réalisme, enfin au pseudo-réalisme, tue finalement l'impression de vérité de ce véhicule. Alors que dans d'autres films, il a des véhicules qui sont très droits, qui ne font qu'avancer dans le plan sans bouger, sans que les éléments qui constituent le véhicule soient animés. Et t'as plus une impression de vérité, quoi. Et Donc c'est ça qui m'a gêné. parce que maintenant qu'il est vieux, il bouge. Non, j'ai l'impression que c'est une volonté de tout rendre vivant à l'image. Et qu'il n'y a plus de choses fixes, en fait. Et c'est le côté un peu de ce film déstabilisant, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en flottement. Et moi, je trouve que c'est un sentiment assez grisant. Et puisque je vais pas essayer de te convaincre, en revanche, j'aimerais parler avec toi de l'aspect qui a été discuté lors de la sortie du film, de est-ce que c'est un film tout public bien sûr, mais à destination des enfants, ou est-ce qu'au contraire les enfants peuvent le trouver un petit peu trop dur, d'après toi?
Moi, je pense que ça peut être limite traumatisant, en fait. Parce que justement, il y a rien à se raccrocher. Alors, on dit que les enfants, ils sont peut-être plus dans le lâcher-prise, mais il y a quand même pas mal de visions, ne serait-ce que des visions effrayantes, quoi. Mm. Une maman qui devient une flaque d'eau, des animaux qui se transforment, qui sont inoffensifs, et puis tout à coup qui veulent tuer tout le monde. Ça, je pense que c'est assez déstabilisant pour un jeune public. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était effectivement dur comme film d'une certaine manière. Bon, pas le tombeau des lucioles quand même, mais j'ai quand même eu le sentiment que la vision qu'il avait eue, c'était aussi pour dire aux enfants qu'ils devaient grandir et qu'il était là pour pas leur donner un chemin, mais leur donner des guides. Et pour ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'étais étonné, j'ai un copain dont les enfants sont plus jeunes que les miens, et même assez jeunes. Et en plus, contrairement à mes filles, ils voient pas énormément de films, donc ils sont pas blindés comme mes filles qui ont déjà vu tous les trucs les plus horribles que tu peux voir. Bah, sauf le Mad Dog qui a fait craquer ma petite. Mais en fait, ces enfants, ils ont adoré. Ils ont été challengés, mais d'une façon qu'ils ont pu surpasser. Et donc, finalement, en tout cas sur eux et peut-être sur d'autres, ça a été pas mal. Mais bon, voilà. Moi, c'est ma 10e place. Pour Miyazaki, c'est une très mauvaise place, d'une certaine manière. Mais il est quand même dans le top parce que j'ai vu d'autres bons films cette année. On en parlera peut-être de certains, mais que je peux pas mettre au-dessus de celui-là. Et, euh, et on va commencer par, alors sans dire exactement le numéro, la place dedans, si tu as un film à nous citer comme dans le ouvrant ton top à peu près. Alors je regarde, j'hésite entre et je vais faire un ex aequo trio, en fait. Ah ouais, alors Ne ça, t'inquiète pas, la on va aller gruge vite dessus. totale. Ah oui, Gruge, mais bon, Mm. c'est pour le plaisir de cette émission. En fait, il y a la révélation dont on avait parlé dans notre podcast, qui nous avait tous les deux surpris, et je le mets en 10e position. Donc ça sera Raphaël Quenard, et ça sera dans le film de Quentin Dupieux qui s'appelle Yannick. Et Yes. dans le film, alors j'ai oublié le nom du réalisateur, bah, j'aurais pas dû commencer à dire les noms des réalisateurs, Les Chiens de la Casse, donc, qui sont deux films avec ce comédien, et qui ont vraiment donné un écrin à ce comédien génial qu'on découvre, qui existait avant ces films-là, parce qu'il avait fait déjà des apparitions dans les films de Quentin Dupieux et je pense ailleurs, mais qui là est au centre de l'attention. Et Jean-Baptiste Durand, le réalisateur. merci d'avoir précisé. Jean-Baptiste Durand, donc. Et alors, je l'ai mis en 10e place, même si le comédien m'a beaucoup enthousiasmé et que j'ai envie de le suivre. Même si entre-temps, il m'a déjà un petit peu déçu dans ses choix de films. Mais là, en tout cas, dans ces deux films, il était parfait. Mais je suis conscient que les films en eux-mêmes ne sont pas des films géniaux, en fait. C'est justement des films qui se reposent beaucoup sur sa performance à lui. Particulièrement, oui, merci. Je suis en train de m'enfoncer dans mon fauteuil. Voilà. Ça se repose vraiment sur sa performance. Alors, moi, je mets Les Chiens de la Casse au-dessus de Yannick, parce que c'est là vraiment que j'ai découvert le talent, le phrasé particulier, la gouaille de Raphaël Quenard. Et j'ai appris en regardant un peu autour du film que le réalisateur, au départ, voulait faire changer ce phrasé à son comédien, Ah, la lui boulette. demandant même peut-être d'aller prendre des cours d'orthophonie. Et il s'est ravisé et il a fait le bon choix, effectivement, de laisser ce personnage tel quel. Enfin, le comédien prendre son personnage avec son phrasé. Et ça donne ce film qui est assez chouette. Je sais pas si tu l'as vu, Chien de la Casse. Non, Je te toujours l'avais pas. Il fait conseillé. partie des regrets de l'année, des films que j'ai pas eu le temps d'aller voir, aussi parce qu'ils n'étaient pas forcément distribués en banlieue aussi bien qu'à Paris.
et que Alors, le c'est voilà. un film sur le désœuvrement de jeunes qui traînent dans un bled. Alors, je sais plus exactement dans quelle contrée, mais en tout cas en province, et où la vie est lente, où la vie est monotone et où il se passe pas grand-chose. Et c'est un rapport de force entre deux amis, dont l'un est comment on dit le mot à la mode, un peu toxique. Bon, c'est un rapport entre deux hommes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments l'un envers l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et par contre, là, sur le Quentin Dupieux, je pense que toi, il est peut-être dans ton top un peu après. Il est dans mon top, il est plus haut que ça et Ouais, bah, Yannick, peut-être on en reparlera après si tu veux bien à ce moment-là. d'accord. On en reparlera après. Alors là, tu nous as donné 2 films finalement, mais tu as dit qu'il y en avait 3 dans ton en 10e Bah, le place. troisième, parce que en fait, je voulais des films qui se basent sur. J'ai fait une triplette de films qui se basent sur le comédien, en fait. Mmh. La mise en scène, la réalisation, pour moi, est assez banale, mais le comédien fait tout. Et le troisième film dans ce genre-là, c'est Youssef Salem a du succès, avec Ramzi Bedia. Et là, j'ai redécouvert Ramzi Bedia que bah, j'ai adoré quand j'étais ado, jeune adulte, pour sa bêtise en duo avec Eric. Ils ont pris chacun leur envol de leur côté. Eric a pris un peu d'avance parce qu'il a fait des choses très intéressantes telles que la série Platane, où il explorait un petit peu ce qui se faisait chez les anglo-saxons, c'est-à-dire une sorte d'autofiction qui décale vers l'absurde. Donc, il avait fait des bons choix de films, alors que Ramsey, il s'est un petit peu fourvoyé dans plusieurs projets. Et là, je trouve qu'il est employé à merveille. Donc, l'histoire, c'est un type qui fait des romans et qui un jour décide d'écrire sur sa famille. Et c'est problématique parce que, en fait, la famille ne veut pas qu'il dévoile les secrets de famille. C'est une comédie, c'est très drôle. C'est extrêmement bien joué. Il y a aussi la sœur de Ramzi Bedia dedans. Il y a c'est assez savoureux. Les dialogues sont super drôles. Et voilà, ça m'a mis en joie. Le terme toxique que j'ai employé tout à l'heure était à la mode. Là, l'autre mot à la mode que je vais employer, c'est feel good movie, qui veut un peu rien dire. Mais je suis ressorti vraiment joyeux, content d'avoir vu ce film et avec plein de rire. Bah, écoute, tant Je mieux. te le Alors conseille. je l'ai noté parce que je l'avais pas noté dans mes regrets, mais c'est vrai que tu avais dû m'en parler à un moment ou un autre. Moi, j'aime bien Ramzy aussi. Il a un côté énervant quand il apparaît en dehors des films. Sa façon Oui, d'être c'est possible. quand il est dans, les émissions sur Prime Video ou quand il passe à la télé et cetera, mais comme comédien, je le trouve toujours très drôle. Il a un sens du timing et de la réplique qui est excellent et je crois, pas comme dans la vraie vie, il arrive à se moquer de lui-même dans les films et ça le rend, très agréable, dans ce contexte. Oui, il est plein d'autodérision dans ce film. Énervant, il l'est, hein, parce que moi, les 5 premières minutes, j'ai failli partir, en fait. Ah Je me ouais? suis fait avoir parce que en fait, les 5 premières minutes, c'est son livre. Mmh. Et donc, c'est son livre mis en image. Et donc, il est en voix off derrière et il surjoue, c'est horrible. Je me suis dit, je vais pas tenir. Si c'est ça tout le film, ça va être horrible. Et en fait, on se rend compte qu'il est juste en train de lire sur un plateau de télé une émission genre Oui, c'est une mise en La abîme Grande, de Grande son quotidien, quoi. Librairie, etc. Et après, on part vraiment dans ce personnage et j'ai adoré. Je vais mettre Babylone, en fait. Babylone en 9. Ouais, ouais. OK. In extremis. Mais J'ai parle-nous de beaucoup. Babylone. Bah, c'est un film tonitruant, un film qui est fatigant, un film tourbillonnant, un film de comédien aussi, mais avec de la mise en scène, un film qui déclame à la fois l'amour et la détestation d'Hollywood. C'est un film grandiloquent et en même temps avec une certaine finesse.
C'est un film gros comme un éléphant qui chie, Mm. mais en même temps léger comme un numéro de claquette. Euh, c'est euh, c'est une parodie sombre des mince, de Chantons sous la pluie. C'est une ode aux petites mains du cinéma. Il y a plein de choses dedans. C'est très très riche. Je me suis pris une baffe. J'étais tout étourdi en sortant du film. Images, musique, jeu d'acteur. Et en fait, je, je me suis senti un peu bluffé. J'ai trouvé ça sublime dans le sens un lapin pris dans les phares trouve une voiture qui arrive sur lui sublime. Mais je me suis demandé si ça allait rester dans le temps. Et là, on est à la fin de l'année. Et cette claque, quand même, que j'ai reçue, parce que je crois que c'est sorti en tout début d'année, ça. Bah, j'en ai encore le souvenir. J'ai encore la joue un peu rouge. Et ça fait que ça reste dans le top, même si il a baissé un petit peu tout au long de l'année, mais il est quand même là. Écoute, moi, je l'ai découvert il y a quelques jours, hein, puisque j'étais très en retard. Je crois qu'on était... Non, c'était juste avant 2024 quand je l'ai... C'est peut-être même un des films que j'ai regardé le soir du réveillon. En fait, c'est un film qui parle vraiment de cinéma. Qui parle du cinéma et qui montre des choses que on a vues par bribes. Il rentre quand même assez dans le détail. Il est très descriptif et technique. Et c'est vachement intéressant. Il y a une scène avec l'émergence du parlant où le personnage de Margot Robbie, qui est un des 3 protagonistes du film, tourne une scène pour la première fois filmée sur un soundstage, et j'avais jamais compris pourquoi les studios s'appelaient des soundstages, puisque avant on tournait n'importe où sans le son, et que pour le son il a fallu créer des studios capitonnés spécifiquement pour les tournages. Et on voit la situation terrible de ces gens qui faisaient tout dans un foutoir sans doute un peu exagéré dans le film, se retrouver dans un carcan ultra précis parce que le son était à l'époque trop mauvais pour ne pas être trop exigeant. Et cette scène-là, qui dure dans le temps, en plus dans le film, je crois que ça doit bien durer 20 minutes, elle est fantastique. Et c'est un film qui parle vraiment de cinéma et qui s'adresse peut-être que aux personnes qui aiment vraiment le cinéma au point de se faire plaisir en faisant comme DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, faire ah oui, là c'est des références à ça, etc. Et puis d'autre part, moi j'avais pas eu envie d'aller le voir quand il était sorti parce que la bande-annonce était à mon avis très mauvaise, parce qu'elle était là pour nous vendre Brad Pitt, Margot Robbie, le 3e personnage qui est techniquement le personnage principal apparaît quasiment pas, enfin on l'identifie pas dans la bande-annonce comme étant le fil rouge du film. Et on était là pour nous dire ah ouais, c'est un gros bordel, il y a du bruit, il y a 2 acteurs connus qui en font des caisses. Alors que le film, comme tu l'as dit, est beaucoup plus subtil que ça. Il va vraiment nous montrer, nous permettre de comprendre justement ce qu'il y a de extrêmement aimable dans le Hollywood de cette époque-là et de extrêmement détestable. Et moi, j'ai vraiment pris un pied formidable. Je vais faire un aveu ici. Je l'avais pas, je voulais le voir parce qu'on préparait cette émission. J'ai trouvé une copie illicite et j'ai commandé aussi sec le Blu-ray pour le revoir la semaine prochaine avec mes filles, parce que c'est une vraie réussite. Et il est dans mon top un peu plus haut que toi, mais franchement, une place méritée. Et je pense que c'est un film qui va rester. Moi, j'en suis à mon numéro 9, et pourtant, tu as déjà cité 5 films. Moi, j'ai mis un film dont tu m'as avoué que ça t'avait pas plu. Donc, Ouais. je vais y aller fort sur mes appuis. En 9e position, moi, j'ai mis Misanthrope, Ah oui, ou d'accord. To Catch a Killer. Pourquoi? Parce que principalement la mise en scène que j'ai trouvé vraiment
ciselé, des images magnifiques, mais j'ai un bémol sur les images. Ça se passe pas à New York, hein. Je sais pas dans quelle ville ça se passe, j'ai pas retenu ça, ce point de. C'est une ville américaine, et la ville est filmée comme j'ai jamais vu une ville américaine filmée. C'est-à-dire que depuis Taxi Driver, j'avais pas vu des scènes de rue et de bâtiments aussi incroyables à regarder sur un grand écran. Il y a une actrice qui est, je trouve, extrêmement charismatique. Et le film a quelques défauts, mais finalement, il nous raconte une histoire de polar qui est crédible, même si elle pousse pas mal les curseurs. Et j'ai retrouvé dans ce film un peu de Seven, un peu de Silence des agneaux, mais finalement, dans un carcan d'histoire, de scénario beaucoup plus réaliste. Et je pense que de ce point de vue-là, je préfère l'histoire à celle de Seven, qui, quand on s'arrête 5 minutes dessus, est complètement irréaliste, même si la réalisation de David Fincher nous faisait adhérer un petit peu à tout. La réalisation, tant qu'on est en extérieur, elle est indestructible. Mais alors, dès qu'on a des scènes de dialogue dans une pièce, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est passé d'une cinématographie fantastique à une cinématographie où on sent que c'est pas une caméra avec du film dedans, mais que c'est bien de la vidéo. Et j'arrive pas à me l'expliquer, parce que le chef-op qui a réussi à faire ses extérieurs en ville absolument somptueux, mais même, je sais pas, le choix des focales, tout fait que les bâtiments sont magnifiés, que les vitres des immeubles, le glacis bleu, les reflets, enfin c'est vraiment incroyable. Mais voilà, dès que les gens sont en train de discuter, et je pense notamment, il y a une scène de dîner qui fait beaucoup penser à celle de Seven. C'est peut-être aussi un manque d'originalité du film, je te l'accorde. Dans Seven, même si c'est un dîner, c'est filmé et c'est toujours parfait, les images. Et là, c'est beaucoup plus télévisuel. Donc, malgré tout, je l'ai mis dans mon top parce que moi, j'avais pas vu un polar comme ça depuis les années 90. Alors, c'est marrant parce que tu as réussi à faire l'apologie du film tout en me sapant, en me coupant l'herbe sous le pied. Ça s'appelle pour pas que je l'honnêteté puisse- intellectuelle, monsieur. C'est bien. C'est bien, on est honnête. Bah oui, moi, c'est exactement ça qui m'a gêné, c'est le côté téléfilm du truc. Et tu me mets en regard de Fincher, qui, lui, a fait aussi un film cette année, mais qui est sorti sur les plateformes, qui est The Killer, qui est pas du tout dans mon top. Je sais pas s'il est dans le tien. Non. Suspense. On s'en tient au cinéma, alors. Euh, Enfin, en l'occurrence, non. au grand écran. Et en tout cas, j'ai aimé ni l'un ni l'autre, mais je trouve que Fincher est supérieur à Misanthrope, parce qu'il y a des idées de mise en scène un peu partout dans le film, même si tout m'énerve, la voix off m'énerve, le nihilisme adolescent m'énerve, mais il y a pas cette dichotomie entre les plans d'extérieur, les plans d'intérieur, les dialogues, etc. Alors que, effectivement, sur Misanthrope, je trouve qu'il y a vraiment une césure entre, oui, des plans, mais finalement magnifiques, mais assez génériques, de la ville, et des discussions un peu plan-plan. Ouais, ça m'a pas convaincu du tout. Parce que j'ai un autre film derrière, et qui est un Vas-y. film qui, chez certains chanceux, est un film de cinéma, mais qui, chez nous, est un film de plateforme. C'est le nouveau film d'un des membres de la Sainte Trinité hongkongaise, à savoir John Woo, qui a fait un film qui est sorti chez nous sur Prime Video, qui s'appelle Silent Night, et qui est, à mon avis, sorti à une très mauvaise date, puisque ça correspond à la date où tout le monde dans YouTube est en vacances. Je n'en ai pas entendu parler, ou très très peu, alors que pour moi, mais c'est un bon John Woo, c'est un très bon John Woo, et il y a même certaines scènes qui sont dignes, je vais me faire tuer, hein, mais attends, à toute épreuve, je cherchais le titre en français, c'est Hard Boiled, c'est ça? Non seulement il y a tout ça, où c'est un film d'action que j'ai trouvé vraiment
bien rythmé, soutenu, entraînant, mais en plus, ce que fait John Woo dedans, à savoir se mettre comment dirais-je, c'est John Woo qui nous dit, mais je veux faire un film d'action, mais je vais le faire avec une main attachée dans le dos. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de dialogue dans le film. Enfin, je veux dire, on entend le protagoniste dire une phrase et on entend des radios de la police, mais toute l'histoire, tout est raconté sans dialogue. Or, il y a un truc qui est vraiment chiant au cinéma, ce sont les dialogues souvent. D'abord parce que c'est pas facile à écrire, c'est pas facile à jouer, et c'est pas facile à écrire et à jouer de façon à ce que ça raconte bien et vite l'histoire. Souvent, il y a des dialogues d'exposition qui sont extrêmement chiants ou qui nous sortent complètement de l'histoire. Et là, donc, il se dit, eh ben, quand il va y avoir des dialogues, je vais les couper et je vais filmer ce qu'il y a autour du dialogue. Quand mon personnage principal devra parler, eh ben, pas de bol, il a plus de corde vocale, il ne peut plus parler. Donc, tout va passer par la mise en scène. Et c'est un film qui dure pas très longtemps, je crois, ça dure moins de 2 heures. Tout se passe sans qu'on ait besoin de dialogue pour nous expliquer ce qui se passe. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne sait plus faire. On parlait avec Babylone du muet. Et là, c'est un film qui n'avait pas, mais qui n'a pas de carton, qui n'a pas de surexpression, surjouée, etc. C'est vraiment de la mise en scène pure, des regards, des mouvements de caméra. Et il réinvente, il fait de l'expérimental et il réinvente le cinéma dans ce film. Et je pense que ça doit dérouter de nombreux spectateurs, c'est logique, mais que c'est vraiment un film. Je pense que les écoles de cinéma, par exemple, doivent montrer ce film parce que c'est, voilà, raconter une histoire, mais ne me faites pas chier avec un dialogue. Faites-le uniquement par vos cadrages, vos mouvements de caméra, votre montage. Et oui, l'habillage sonore est présent. J'ai trouvé ça formidable et je ne t'ai même pas posé la question si tu avais pu le voir avant qu'on fasse cette émission. Et non, je n'ai pas pu le voir. Tu en as très peu entendu parler, mais peut-être dans une émission, un podcast qu'on a réalisé tous les deux, parce que je t'en avais parlé, mais tu voulais pas savoir quelle était la contrainte. Tu voulais pas être divulgaché, je sais pas si tu te souviens, c'était dans Oui, un oui, c'est épisode vrai qu'on en précédent. avait parlé, mais personne n'en a parlé, enfin, Et, du contenu. Et non, mais je suis assez impatient de le voir. Après, j'ai eu quelques échos qui disaient que c'était téléfilm, que c'était pas du grand John Woo et tout ça, mais je ferai mon avis par moi-même, d'autant que bah, c'est gratuit, c'est sur les plateformes. Enfin, c'est gratuit. Non, si tu payes l'abonnement, mais Oui, c'est facile à voir, quoi. c'est disponible. C'est Euh, disponible. Bah écoute, je te le conseille franchement. Ah bah si, oui. Allez, hop, les Fabelmans. Deux Fabelmans. Et c'est à peu près la même logique que pour Babylone. Film qui a beaucoup divisé les critiques cette année, comme Babylone, dès qui détestent et dès qui adorent. Euh, Comme Babylone, je l'ai vu en début d'année, et comme Babylone, j'en ai encore la trace en fin d'année, et c'est ça qui me fait dire que il y a quand même beaucoup de bons, même si je vois les ficelles du film, la fausse, comment dire, la fausse subtilité là pour le coup, de faire un pas de côté, de dire c'est pas mon autobiographie, mais c'est beaucoup moi quand même. Je vous donne des clés que je vous avais données tout au long. Je vous fais que les scènes que j'avais fait dans plein de films, mais elles sont toutes réunies maintenant dans un long métrage, et je vous raconte mon histoire. Il y a un côté énervant et un côté jubilatoire quand même, parce que Spielberg, moi, c'est pas mon réalisateur du tout préféré. J'ai vraiment des hauts et des bas avec lui. J'adore le Spielberg Entertainment. Ce que je préfère, c'est les Indiana Jones, clairement. Je trouve que là, ils sont allés au bout de ce qu'on pouvait faire dans l'amusement, dans ce qu'a essayé de faire Disney après, c'est-à-dire des films
des films de fêtes foraines, en prenant carrément des attractions de leur parc d'attractions et en faisant des films. Là, il n'y avait même pas besoin. C'est le film qui est devenu une attraction après dans certains parcs. C'est c'est un vrai roller coaster, la trilogie Indiana Jones. Mais après, le cinéaste en lui-même, je trouve parfois douteux. On en a parlé plusieurs fois, même à l'époque quand c'était sorti la liste de Schindler, on s'était un peu pris le chou, même avec Samir, avec toi, sur. Moi, enfin bon, j'avais pas défendu spécialement la liste de Schindler. Hein. J'avoue que j'ai des problèmes avec ce film. Bah, je crois qu'on avait tous un peu des problèmes avec ce film, qui maintenant sont gommés, des problèmes que je n'entends plus du tout dans les nouvelles générations sur la mise en scène, la mise en place de suspense, etc. dans un film tel que La liste de Schindler. Mais il a souvent employé ces trucs de magicien à plein de niveaux, pour plein de sujets, et parfois ça s'y prêtait, parfois ça s'y prêtait pas. Et là, j'ai l'impression que c'est un film qui dévoile ces trucs. C'est à la fois énervant, parce qu'un magicien ne devrait pas montrer ces trucs, mais c'est à la fois jubilatoire, parce que, c'est fascinant de voir sa psychanalyse à lui, son autopsychanalyse, qui reste une autopsychanalyse de comptoir, mais qui est intéressante, je trouve. Ben, Je sais pas si toi tu l'as mis dans ton top. il est tout à fait dans mon top. Ah, il est plus Encore haut une alors. fois, un peu plus haut que toi. Je sens que mon top, il va être totalement vidé de sa substance quand on va y arriver. Ah C'est pas mince, grave. mince. En même temps, on en parle et c'est très bien, c'est ce qui est important. Je trouve que donner le nom The Fabelman, c'est pas The Spielbergs. D'une part, c'est se détacher suffisamment des personnages d'une manière que je trouve respectueuse pour ne pas nommer les personnes et pour ne pas désigner ce qu'ils montrent comme étant la réalité, puisqu'après tout, c'est sa réalité qui est certainement différente de celle qu'ont vécu ses parents. Et puis, Fablesman, c'est l'homme qui raconte des fables. Donc, ça lui va très très bien. Et je pense que c'est pas un hasard s'il a choisi ce nom-là. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que c'est vraiment une histoire autour de la passion du cinéma et que la petite histoire du gamin et finalement ses amours de lycée, ses problèmes, etc., ils sont là, mais ils sont juste là pour illustrer comment est-ce qu'il s'est mis à fabriquer sa grammaire cinématographique, comment est-ce qu'il s'est mis à raconter les histoires, comment est-ce qu'il a mis en avant certaines choses. Et on parle souvent dans nos émissions du processus créatif. Et là, j'ai l'impression qu'on a la genèse du processus créatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à raconter ce qu'on raconte de la manière dont on le raconte. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement jubilatoire et je l'ai pas encore revu, mais ça fait partie des films que je vais revoir dans les mois prochains parce que j'y ai pris un immense plaisir. Et Spielberg, c'est peut-être pas mon cinéaste préféré aujourd'hui, mais ça l'a été pendant longtemps quand même. Parce que chaque fois qu'il y avait un film de Spielberg qui arrivait, on se disait waouh, on va se faire plaisir, quoi. Ce qui est pas forcément le cas de beaucoup de réalisateurs. Donc je plus sois le fait de le mettre dans le top. Ex aequo, tu vas voir pourquoi je les mets de pair, c'est Ricardo et la peinture. C'est de Barbet Schroeder. C'est un documentaire. Et Perfect Days de Wim Wenders, qui n'est pas un documentaire, mais qui est filmé à la manière d'un documentaire. Et les deux, je les ai beaucoup aimés. Ricardo et la peinture, donc on suit un ami de Wim Wenders, Ricardo, qui est peintre, qui s'est exilé pas de Wim Wenders, ou alors il y a un problème. Pardon. De Je Barbet reprends. Schroeder. De Barbet Schroeder, Yes. bien sûr. Et on le suit donc dans son bled en Bretagne, je pense qu'il est près de Morlaix, et il va chaque jour inlassablement dans une grotte hyper difficile d'accès, qui n'a que un temps limité
d'accès sans eau, quoi, sans être submergé. Et il fait une peinture de cette grotte, mais sur des petits carrés, enfin sur des petits rectangles en bois. Et il dessine un rectangle, il le peint, et il passe au suivant chaque jour, et après il assemble tout ça pour voir ce que ça donne, pour faire une espèce de panorama de la grotte. C'est assez fascinant. Alors déjà, comme tu dis, voir quelqu'un au travail, c'est quelque chose qu'on aime bien tous les deux. Voir le processus créatif, on adore. Et là, on est vraiment avec la patience de Barbet Schroeder qui suit son ami partout. Et le deuxième truc qu'on adore, en tout cas moi, qui me fait vibrer, c'est la transmission. Et ce type-là a créé une école de peinture et de dessin dans son bled, où il y a des jeunes, des ados qui viennent le voir, et il transmet sa passion. Et c'est 1 heure et demie de transmission de passion, de référence à des théâtres, à des tableaux qui sont le théâtre d'aventures extraordinaires. Et c'est hyper généreux. C'est un mot qu'on aime bien chez Querelle, la générosité des films et la générosité des gens. Et là, t'as qu'une envie après, c'est de voir où est son bled pour voir si tu peux aller voir les tableaux en vrai exposés. Et tu as envie d'aller au musée, et tu as envie d'aller voir les tableaux, et de te réintéresser à l'art pictural. Et l'autre film, c'est Perfect Days, donc de Wim Wenders, Un qui film de chiottes. m'accueillit. Oui, un film de chiottes, oui, c'est ça. J'ai aimé un film de chiottes. J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce film, notamment des émissions qui disent c'est un film de chiottes, mais on ne voit jamais les fluides et les excréments, et c'est toujours très propre, et c'est une vision très fantasmée de la chose. Mais c'est un film qui, sur le papier, peut m'énerver. C'est Wim Wenders qui suit donc son comédien, qui va incarner quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques. Et on ne saura pas vraiment son passif, son passé, on le devine en creux, mais on ne sait rien de plus de juste le suivre dans des rituels journaliers. Les premières 10 minutes, c'est son lever jusqu'à aller au boulot, jusqu'à nettoyer, et après, ça sera répété ad vitam dans le film, avec d'infimes variations. Et j'ai adoré ce film parce qu'il y a plein de débuts, d'amorces de ce qui, dans un autre film, ferait une histoire, et dont on ne sait pas l'aboutissement. Il y a un petit côté, je ne sais pas si tu te souviens de Urgence. Tu voyais cette série Urgence? Tout à fait, Urgence. Tu suivais? Bah, Chef-d'œuvre de la tu vois, télévision. bah, Steven c'est un petit Spielberg chef-d'œuvre. et Michael Crichton. Oui, il y a ce petit côté, tu sais, on rentre dans l'intimité d'une personne, mais juste le temps de la consultation. Et après, on ne sait pas si la personne va succomber à sa maladie, si la personne va accoucher ou ça. On voit juste aux urgences. Et c'est l'urgence qui est résolue. Après, on ne sait pas le reste. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a plein de petites amorces d'histoire comme ça. Et on ne sait pas. Urgence aux toilettes à Tokyo. Non, mais c'est pas urgence. Mais c'est cette approche scénaristique de ne pas aller au bout des histoires. Ça m'a fait penser aussi à du Italo Calvino. Je sais pas si tu as déjà lu du Tout à Italo fait, mais Calvino. quand j'ai déménagé en Italie, c'est l'un des premiers auteurs italiens que j'ai lu dans le texte. Et là, il a fait un roman, Italo Calvino, qui s'appelle Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Et c'est un roman, c'est une succession de débuts de romans. Et on ne saura jamais la suite. Et à chaque fois, on se fait prendre par le début du roman, on a envie de savoir la suite, et puis on passe à autre chose, et on passe à autre chose. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un film un peu jukebox, tu sais, avec des musiques très attendues. Et il va y avoir du Nina Simone, il va y avoir du House of the Rising Sun, des choses hyper rebattues, avec une apologie du numérique, de l'analogique, pardon, avec les cassettes, un culte des cassettes. Alors, c'est plus le vinyle, là, c'est les cassettes audio à bande. Mais il y a beaucoup d'évidence dans le film, beaucoup de tarte à la crème, mais en creux, il y a énormément de finesse, et ça m'accueillit, en fait. Je te conseille vraiment de le voir. Je vais le voir, C'est ce film. Je l'ai vu dans la foulée de Paris, Texas, qui Paris, Texas m'a un peu laissé sur le côté, avec le côté artificiel des choses. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est la minutie documentaire au service d'une non-fiction, et ça m'a beaucoup plu.
Mais moi, tout ce que tu me décris, ça a tout pour me plaire. J'aime beaucoup l'aspect des histoires dont on n'a pas la fin, puisque je rappelle que le plus grand objet de fantasme, c'est l'imagination, et que quand on nous donne à imaginer, eh ben, on n'a pas de limite. C'est souvent pour ça que je dis que le premier Star Wars est aussi formidable, c'est parce qu'on imagine tout l'univers et qu'au fur et à mesure qu'ils le construisent, ben en fait, ils cassent les rêves finalement. Et c'est pour ça que je défendais The Creator, parce que c'est un film qui est plein de défauts, mais qui nous emmène dans un univers qui n'est pas dans mon top malgré tout. Ah, j'ai cru qu'on était passé subtilement Non, par je fais l'art des de la transitions transition. subtiles, mais non, il était en 11e position dans mon top. Il est Ah, ouais. sorti parce que j'ai vu Silent Night, tu vois, donc pas de chance pour D'accord. lui. Et Et j'ai il sera très cité envie de quand même. voir. Et en plus, Wim Wenders, moi, c'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé, pas forcément pour ses films les plus connus comme Paris, Texas, mais par exemple, il y avait Au fil du temps, qui était un film en noir et blanc avec des gens qui avaient un cinéma itinérant dans une camionnette qui allait de ville en ville et qui mettait l'écran et qui accueillait les gens pour leur faire des séances, qui était un vrai road movie, un art totalement disparu de nos jours. Parce que les road movies, aujourd'hui, les gens les font sur TikTok ou Instagram. Mais c'est un cinéaste, je le vois très bien dans tout ce que tu m'as décrit, revenir un petit peu aux sources. Et en se délocalisant à Tokyo, ça m'intéresse tout à fait. Et moi, je dois citer mon numéro 7. Vas-y, je Pareil, t'écoute. je vais au chausse-pied, si tu veux, parce que ça va être compliqué. Comment te dire, quand tu regardes un coucher de soleil, est-ce que tu les as tous vus, Ed Wood? Ah, tu veux dire Ne voir un réponds coucher de pas, soleil? bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand tu as vu un coucher de soleil, mais tu as vu ce coucher de soleil, et le suivant sera différent, et, et des choses simples, et des choses belles, et des tableaux d'un même auteur qui sont sur la même thématique. Les Nymphéas de Monet, c'est pas parce que tu en as vu un que tu n'as pas envie de voir les 450 autres. Eh ben, moi j'ai envie de défendre ce film de la même manière. C'est un film de Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City, qui reprend des gimmicks qu'on connaît de ce réalisateur, qui pousse certains curseurs encore plus loin, le mix entre les maquettes, entre le stop motion, entre les couleurs pastel, entre les cadrages totalement théâtral, entre justement le théâtre, puisque le film qu'on regarde est une pièce de théâtre dans le film, et qui est pourtant presque plus réaliste, la pièce de théâtre, que le film. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça émouvant, pas dans le sens où je me serais identifié à un personnage et où je me serais fait tirer les larmes par prise d'otage, mais tout simplement parce que c'était beau, c'était magnifique, et ça reste pour moi l'un des meilleurs directeurs d'acteurs, qui permet justement aux acteurs de sortir d'un registre qui fonctionne le plus souvent très mal, à savoir je veux faire réaliste, mais j'ai raté, mais c'est pas grave, j'ai froncé les sourcils, j'ai parlé fort parce que je veux l'Oscar. Asteroid City, c'est un film qui était boudé par beaucoup de gens, par toi, par la presse, par les Non, pas spectateurs. du tout. Hein. J'ai Moi, beaucoup vraiment. aimé. Hein. Ah Il est oui, pas dans le top. Et il est aux portes du top. C'est comme toi avec Creator. The Creator. Ouais. Creator. Allez, on va pas essayer. Le Creator, comme Le on dit Creator. chez nous, monsieur. Le Creator. Asteroid City, c'est finalement. Alors j'aurais pu faire un mix et mettre ces courts-métrages de Netflix dedans, mais je les ai pas mis dans le top parce que effectivement il y a un côté un petit peu plus cheap, moins abouti, mais c'est un cinéaste qui m'a jamais déçu et qui m'a certainement pas déçu ici. Et tu vas voir que l'émission va tout d'un coup prendre un rythme incroyable.
À moins que tu veuilles revenir sur Asteroid City. Non, mais tu dis que je l'ai pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment à l'aise dans les films de Wes Anderson, même le précédent qui était en court-métrage, qui a pas du tout plu au public. Moi, il y a certains segments qui m'ont beaucoup ému oui, je me délecte de regarder les décors, le travail, la direction artistique des films. Ça, parce qu'on on a beaucoup parlé j'entendais partout dire que la direction artistique de Barbie était formidable, c'est génial, ils ont tout fait en dur et tout. Mais moi, ça me faisait ok, mais c'est un rendu moche. Alors que là, il y a du goût, Bah, je me perds dans les décors et j'adore ça. j'aurais préféré Barbie par Wes Anderson. Ah, ça aurait été marrant, oui. Grand cinéaste. Et alors, le film suivant, là, c'est ce qui s'appelle « fait couper l'herbe sous le pied », parce que moi, en 6e position, et là, je te permets de prendre de l'avance, puisque ça va être à toi de nous annoncer ton 6 très prochainement, c'est Babylone. Donc, on en a D'accord. déjà parlé et on va pas revenir dessus. Grand film, à mon avis, sur le cinéma à Hollywood, ce qu'il a de merveilleux et de déplorable. Je vais mettre Anatomie d'une chute. Est-ce que toi, il est plus haut, c'est ça? Non, il est pas. Si, Ah, dedans. Non, mais il je est très pense très que haut même. moi, tous mes derniers films, je vais juste dire, bah, j'ai mis ça là. Parce que on va juste attendre d'arriver à ton endroit et on fera à ce D'accord, on en moment-là. parlera quand Ouais. on est un petit peu plus haut dans le classement. On peut pas. Anatomie d'une chute, c'était ex aequo avec Tar. Alors, parle-moi de Tar, un film que j'ai raté, que je n'ai pas vu, que je vais Voilà. rattraper, mais que j'ai très envie de voir et très peur de voir. Pareil, je les ai regroupés un peu ensemble pour cette thématique de suivre une femme dans la tourmente. Dans Anatomie d'une chute, c'est une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Quoi? Non, je dis, il y a un twist, il y a... Là, j'ai... Ouais. Ouais. Et dans Anatomie, non, dans Tar, donc on suit une grande chef d'orchestre qui est au top de sa carrière et qui est au top de son talent et qui va peu à peu chuter parce qu'elle est toxique et qu'elle a un rapport aux gens qui est problématique. Et c'est un film qui m'a fasciné. Ce mot me revient souvent là dans ce top. Il y a eu plein de films fascinants. Alors fascinant, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de positif, mais la mise en scène est assez remarquable dans ce film. C'est un film de fantômes. Je vous laisse, si vous ne l'avez pas encore vu, essayer de chercher les fantômes dans le film. Il y en a. C'est un film qui suit encore une comédienne. J'ai beaucoup de films. Et moi, cette année, mon top, il se sépare entre des films de comédiens et comédiennes très forts et l'animation. C'est l'autre thématique, mais ça sera dans la première partie de mon top. Là, pour l'instant, on reste sur ce film-là. Tar, je te le conseille pour le jeu de Cate Blanchett, qui est fascinant. Je redis ce mot parce que c'est le cas. J'aime pas forcément, comme tu dis, des performances d'acteurs où il faut en faire des caisses. Elle reste assez stoïque dans son rôle et elle fait passer beaucoup de choses. Et j'ai pas envie d'en dire trop si tu l'as pas vu. Et moi, ce que j'ai Euh, compris du film, comme ça tu sauras un petit Vas-y. peu où tu peux aller, c'est que c'était quelqu'un d'assez psychorigide et abusif dans son travail, avec un souci Exactement. de minutie et de perfection dans l'exécution, et que ça lui valait des problèmes, et que c'était ses propres démons contre lesquels elle devait lutter. Et c'est pour ça que j'ai peur de regarder ça, c'est que moi au bureau, je suis pas un mec sympa. Je suis pas un mec drôle, je suis un mec qui fait des choses et qui s'attend à ce que les autres au bureau fassent à peu près la même chose. Et parfois c'est le cas, parfois ça l'est moins, on va dire. Et voilà, voilà pourquoi j'ai l'impression que je vais être mis face à mes propres fantômes.
Pour te donner envie, sans trop en dévoiler, en montrant la force que ça a eu sur moi, c'est je l'ai vu, puis je l'ai revu dans la Ah oui, foulée. c'est Oui, vrai? oui, Ah ouais, en plus, c'est un film assez long. long. C'est un film long. Je crois qu'il dure 2 heures et demie, ouais. Et je l'ai pas senti passer, contrairement à peut-être un film qui sera dans ton top plus haut, de Martin Scorsese, par exemple. Mais c'est construit comme un thriller et après, tu as envie de revoir pour un peu à la Usual Suspect, pour voir ce que tu as raté et alors que c'était devant ton nez. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ah bah alors tu l'as peut-être pas mis. Moi, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, moi, il est Est-ce plus qu'il haut. est... Ah, il est plus haut. Il est Mm. plus haut, d'accord. Ouais, j'ai eu peur Mais, qu'il y ait un instant qu'il soit même pas mais, dans ton top. mais du coup, on en reparlera à la fin si tu veux bien. Enfin, à la fin, D'accord. ou là où il se situe. Et ça va être à moi de citer mon numéro 5. Évidemment, c'est le retour de Martin Scorsese avec une grande fresque historique magnifique qui nous parle d'une histoire que, à part les petits malins qui avaient lu le livre, la plupart des gens ne connaissaient pas. Des Indiens Osage qui sont, à force d'être délocalisés, mis sur un territoire où il y a du pétrole, qui deviennent immensément riches et que les Blancs, menés par un Robert De Niro au sommet de sa forme et un DiCaprio qui joue un abruti complet, vont s'employer à détruire pour les déposséder de leurs richesses, pour récupérer ce que finalement ces sales Indiens se sont accaparés alors qu'en fait c'est nous qu'on a volé le territoire. C'est tragique, c'est un film dur, c'est un film âpre, c'est un film qui préfigure le grand banditisme tel que Scorsese l'a dépeint tout au long de sa carrière. Et c'est un film qui nous a fait découvrir une actrice extraordinaire et qui est voilà filmé alors pas totalement à l'ancienne, mais avec une direction d'acteur au cordeau, d'une mise en scène finalement assez sèche, assez directe, y compris dans des grandes scènes de dialogue qui pourraient être très ennuyeuses chez n'importe quel autre réalisateur, mais où il n'oublie jamais de faire monter des tensions, qu'elles soient de l'instant ou qu'elles soient au long cours sur tout le film. Et pour moi, c'est un des très bons Martin Scorsese. Et certes, il est très long et c'est pas le film qu'on pourrait regarder tous les week-ends comme Les Affranchis, mais c'est vraiment un film fort et qui est une espèce comme ça de monolithe qui va rester comme des grands films qui parlent de l'histoire américaine. Ça aurait dû être dans mon top. Un Scorsese, ça aurait dû être dans mon top. Un Miyazaki, ça aurait dû être dans mon top. Un Spielberg, ça aurait pas dû être dans mon top. Et là, je me retrouve. Là, je m'aperçois que j'ai mis Spielberg et pas Scorsese, alors que je préfère 1000 fois Scorsese, mais sur ce film-là, il m'a laissé sur le côté, en fait. Et donc, j'en arrive à mon 4 qu'on a déjà cité plus tôt, puisque toi, il était en 7, je crois. The Fabulous Man, donc on en a déjà parlé. Ça Ouais. va être l'occasion pour ton top 4 de te redonner la parole. Et donc, est-ce qu'on va découvrir ton top 4, Ed Wood? Ah, mais je m'aperçois que je me suis trompé. En fait, j'ai parlé de Spider-Man en 5 et en fait, il est en 4. Il y en avait un autre en 5. Est-ce que je peux revenir sur la parole donnée, s'il vous plaît, J'ai monsieur? envie de dire, on n'est plus à ça près, hein, Bah ex oui. aequo, etc. Alors, le vrai numéro 5, c'est quoi? Et on a C'était les, compris que Spider-Man c'était était les en feuilles mortes, mais pareil, je vais aller vite parce que tu l'as pas vu. Et moi, je préfère quand on débat, si c'est juste quelqu'un qui dit ouais, c'était super bien, mais vends-moi le s'il n'y a pas film, de vends-moi contrepoint. le film. Est-ce que tu aimes Maki Kaurismäki? Ben, forcément, oui. Eh ben voilà. Et pourquoi t'es pas allé le voir? Parce que le cinéma près de chez moi ne l'a jamais proposé ou sur Ah, un laps de temps trop court et qu'aller à Paris,
est devenu une aventure. C'est cette fameuse flemme. C'est une non-comédie, non-comédie romantique, une rencontre ratée et finalement réussie entre deux êtres, deux solitudes. C'est la manière de filmer de Aki Kaurismäki, tout en détail, en lenteur, en longueur. Ça dure 1h30. En temps ressenti, c'est un peu plus long, mais c'est une torpeur agréable. On a envie de d'errer dans cette ville à la fois réaliste et fictive, à la fois froide et chaude, à la fois inhospitalière et attirante. Et on a envie de connaître plus encore de ces deux personnages. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je préfère qu'on dialogue. Que en 3, j'ai placé Anatomie d'une chute, donc le film de Justine Triet qui a été récompensé au Festival de Cannes, qui rafle énormément de prix dans le monde entier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'aura du cinéma français en général. Ça redescendra peut-être jusqu'aux acteurs qui font de la figuration pour, pour caler leurs heures et avancer dans la vie. Le film, oui, tu l'as dit, c'est une fable dont la parole est mise en doute. Alors, tout le monde a dit tout sur ce film. Il y a quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu, qui est une théorie dont je ne sais pas si je t'en ai fait part quand on a parlé du film, mais j'ai beaucoup repensé au film qui ne nous dit jamais l'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait, tu vois. Et je pense que quand Justine Triet et son scénariste d'ex-mari ont travaillé sur le film, je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui qu'ils se sont dit dès le départ, on va écrire ce film sans décider, sans savoir si elle est coupable ou pas. C'est ce qu'on s'était posé la question effectivement pendant le podcast. Je fais une petite aparté, parce que si vous voulez en savoir plus sur notre avis sur ce film, allez écouter le podcast Querelle présente à la fraîche, spécial, je sais plus, c'était le numéro 3, je crois. Oui, c'était une question qu'on s'était posée, et moi j'ai l'impression qu'ils y répondent quand même dans le film, sans divulgacher, mais... Sauf que tu vas avoir énormément de personnes qui vont te regarder en face et selon d'où ils parlent, ils vont te dire « Ah bah ouais, elle l'a fait ». Ou ils vont te dire « Ah bah non, elle est innocente, évidemment ». J'ai vu sur Twitter des gens « Ah, le salaud de procureur », tu vois. Alors que le mec fait son boulot, tu vois. Il y a des faits qui posent question et il investigue au cours du procès. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ils arrivent à mettre en scène ce qui est quand même majoritairement un film de procès, parce que c'est quand même la préparation du procès, le procès, l'essentiel du film. Et pour le coup, je parlais des dialogues qui étaient souvent ennuyeux et mal écrits et mal interprétés. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que à l'écriture, comme les acteurs, c'est parfaitement interprété. En plus, on jongle entre plusieurs langues, ce qui passe tout à fait naturellement à l'écran, mais qui, à l'écriture et à la réalisation, a dû quand même représenter un certain nombre de challenges. Et on est totalement pris par une histoire de procès. Enfin, je ne sais pas si tu es fan de films de procès, mais c'est quand même régulièrement un peu compliqué, quoi. On tourne très vite dans le grandiloquent, le grotesque, le lent, ennuyeux. Alors, il y a des contre-exemples, évidemment. Il y a les 12 hommes en colère. Il y a un film, par exemple, que tout le monde cite dans les années 90, qui est Des hommes d'honneur, que j'ai jamais vu, mais j'ai vu 12 000 fois la tirade. Et je pense que j'arriverai jamais à prendre le film au sérieux parce que j'aurais toujours en tête le You can handle the truth. Donc voilà, donc là c'est un film, je trouve, qui est bien conçu. On en parle plus dans le podcast, mais si tu veux en parler C'est encore vrai. maintenant, parce que lui il était dans ton top. Non, 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 j'ai juste noté, tu as dit le salaud de procureur, mais en fait, effectivement, il fait son métier, mais son métier, c'est aussi de, comment dire, de salir, enfin,
d'essayer de détruire la moralité, enfin la bonne moralité de cette femme, en fait, en apportant des éléments qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Alors, C'est pour ça évidemment, mais qu'il je après pense tu qu'il le regardes. considère comme un méchant. Lui, il a la conviction qu'elle est coupable, parce que les pièces qu'il a eues en ses mains, notamment l'enregistrement, etc., font que il a la conviction qu'elle est coupable, et donc il va utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver à son but. Et il fait effectivement son travail. Parce que déterminer la vérité, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, c'est hyper bien dit dans le film. Et c'est une phrase, tu vois, des fois, les bandes annonces, elles en disent trop, et on dit, ah merde, pourquoi ils ont mis ça dans la bande annonce? Et dans la bande annonce, on avait la phrase That's not the point. Mais en fait, c'est pas du tout un spoil du film. C'est la pierre angulaire du film. C'est tu l'as tué, tu l'as pas tué, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as un gosse, tu dois être libre, et qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Si vous voulez en savoir plus, donc écoutez le podcast. On avait quand même pas mal décortiqué ce film. Moi, il me reste quand même cette scène d'intro qui est la meilleure scène d'intro de l'année, je trouve, avec, avec la musique qui tourne en boucle, qui met une tension extrême, un personnage qui est là sans être là et où, où- où on a ce sentiment d'emprise justement que peut avoir quelqu'un sur quelqu'un d'autre sans même le montrer. Donc j'ai trouvé ça assez fort. Et j'ai trouvé injuste les critiques qui disaient que c'était un bon film bien dialogué mais sans mise en scène, alors que la mise en Ah scène est non, quand la même mise en scène, assez, elle est pas assez costaud. spectaculaire, mais elle est excellente. Elle est Mm. ultra précise et forte. Et d'ailleurs, le succès à l'international du film, ça dit bien que le film réussit à procurer ces mêmes émotions à travers le monde, et en général, c'est par la mise en scène que ça passe. Puis j'ai entendu les mêmes critiques qui disaient que la mise en scène était un peu plan-plan, dire d'autres films qui sont pas des films de genre, qui vont prendre des aspects du film de genre en mettant, je sais pas, par exemple un filtre rouge à un endroit qui serait un truc typique de film de genre, et en me disant c'est génial qu'elle ait pensé à faire ça, alors que dans le film de Trier, il y a plein de références aux films de genre. Il y a même des plans qui sont repris. Par exemple, le premier plan où il y a la balle qui tombe dans l'escalier, c'est une référence à un film. Alors j'ai oublié le titre, mais il y a vraiment beaucoup de références aux films de genre, et c'est ça qui, je pense, fait, comme tu l'avais dit dans le podcast, que c'est 2h30, je crois, et ça passe. On a l'impression que c'est 1h20, 1h30. Oui, mais ça, c'est le pouvoir de la mise en scène, c'est de Oui, nous exactement. transporter. C'est de transporter et de créer une attente, un suspense et un climat de peur, d'emprise qui est vraiment réussi. Et j'en arrive à mon top 2. Et mon top 2, ça Ah, veut dire qu'il ne reste plus que 2 films dans mon top, si tu calcules et moi, bien. il m'en reste 3. On est Euh, d'accord. non, il t'en reste que 2. Ah là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme pataquès. Ah, tu vas encore me faire des ex-aequo, tu vas me faire un numéro 0, c'est pas possible ça. En tout cas, mon deuxième film, tu l'as déjà cité. Je me suis même surpris à le voir aussi haut dans le top, mais en définitive, c'est un film d'une pureté, d'un dénuement et d'une force qui est vraiment touchante. Et c'est un film où on passe par toutes les émotions. Il est à la fois drôle, il est à la fois un peu stressant. Il est vraiment, on est touché, et il est pas impossible que j'ai versé quelques larmes à la fin. Et pourtant, ça pourrait ressembler à une comédie à 2 balles si on écrit le pitch sur une feuille de papier. C'est Yannick. Ah oui. J'ai été très J'étais là, je me dis, mais de quoi il parle? Ah De mais quoi il parle? c'était fait exprès. Mais mais vraiment, j'ai été touché. Alors moi, je découvrais le comédien avec ce film, hein, enfin, je l'avais peut-être vu avant, mais je l'avais pas vu comme ça. Puis il est vraiment mis en avant dans le film, et la situation, elle est normalement crédible 0. Je veux dire, il y a rien qui va, et pourtant,
ça tient. C'est un huis clos, on s'ennuie pas une seconde. Alors, le bon goût Normal, ça de dure 120 secondes. le bon goût de Quentin Dupieux, c'est de dire, bah, si un film doit faire 1h20, je vais pas faire un film de 1h40 pour faire plaisir à un tel ou un tel. Finalement, 1h20, c'est une très bonne durée. D'ailleurs, je pense que les salles de cinéma sont assez contentes. Ça leur fait peut-être une séance de plus en fin de journée. Ben voilà, l'histoire de ce paumé qui débarque au spectacle et qui dit non mais il y a un problème, votre spectacle il est nul et moi je suis venu ici pour me détendre et en fait je me fais chier et je me sens plus mal que quand je suis arrivé, c'est pas normal, et qui prend en otage l'assistance et les comédiens. Et aujourd'hui, je pense, et je le dis, et heureusement ou malheureusement, comme il fait un film tous les 6 mois, peut-être qu'il va me faire une grande dégringolade avec son Dali. Mais je pense que Quentin Dupieux, c'est le plus grand cinéaste français actuel, parce que tous ses derniers films sont totalement jouissifs. C'est vraiment à déguster, se faire plaisir. C'est alors les gens disent un bonbon, mais j'aime pas les bonbons moi, donc j'ai envie de dire c'est une gougère de Bourgogne, tu vois. C'est bon, c'est fin, c'est fondant, c'est délicieux et c'est suffisamment raffiné et intelligent pour qu'on se sente pas mal de l'avoir mangé, alors que peut-être c'est pas que des bonnes choses pour notre organisme que de l'avoir mangé. Je sais pas si je suis très clair là. Oui, oui, je Mais comprends. voilà, donc Yannick pour moi, top 2. Alors moi, donc il est beaucoup plus bas dans le top et j'avais fait une hiérarchie entre, donc Les Chiens de la Casse et Yannick. J'avais écouté quelques podcasts et un podcast m'avait donné une clé qui m'expliquait, moi, pourquoi j'avais préféré, Les Chiens de la Casse à Yannick. Donc je t'ai expliqué que dans Les Chiens de la Casse, le réalisateur a le bon goût de laisser, en fait, de laisser Quenard faire son truc et d'apporter une mise en scène qui va le mettre à l'honneur. Alors que dans ce film de Quentin Dupieux, j'ai l'impression que Dupieux se sert de lui en fait, s'accapare sa bizarrerie au service de son cinéma non mais pour que lui ait l'air de faire un cinéma bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Alors que dans les Chiens de la Casse, les Chiens de la Casse, la mise en scène est tout à fait normale, mais le personnage est beaucoup plus en relief, en fait. alors je peux pas comparer, donc Mais je t'invite à le je voir, vais ce te faire film. confiance, mais j'ai vraiment envie de le découvrir, ce film. Mais sur le fait qu'un réalisateur utilise les qualités naturelles d'un comédien pour se rapprocher le plus possible de ce qu'il a envie de faire et de Mais montrer à justement, l'écran. il se rapproche pas de ce qu'il a envie de faire. Je sais pas comment te dire ça. Il s'accapare. En fait, j'ai l'impression qu'il se dit, bah, puisque j'ai ce type bizarre, j'ai plus rien à faire d'autre pour que ce soit bizarre. Mais à ton Et avis, c'est- le César, il va le gagner pour Yannick ou pour Chien de la Casse? bah, je pense qu'il va pas gagner le César, en fait. Alors vas-y, donne-nous ton ex-aequo top 2 Ex aequo top 2, ce sont deux films en stop motion. Ouais, L'un est sombre, il est bresson, et l'autre est hyper lumineux. C'est Mad God, pardon, Mad God en troisième, et Marcel le coquillage avec ses chaussures en deuxième. d'accord. Alors, On en a déjà parlé dans le podcast. Mad God, on en a déjà parlé. Marcel, tu m'en as déjà parlé. Je ne l'ai toujours pas vu. J'avoue que je suis moyennement attiré. Est-ce que tu peux me le revendre aujourd'hui pour me convaincre? Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, hein. C'est Oui. Marcel le coquillage en basket, c'est une prouesse technique déjà. C'est parce que c'est en stop motion, d'accord, mais c'est un documentaire, enfin un mockumentaire sur un petit coquillage qui est donc en stop motion, mais tout le reste est en réel en fait. C'est le personnage, pardon, le personnage
principal, c'est un comédien, un humain. C'est en décor naturel. Mais tous les petits personnages coquillages sont en stop motion. Donc déjà, ça, prouesse technique, je sais même pas comment ils ont fait. C'est incroyable. Et donc, c'est un film documentaire sur un petit coquillage qui a perdu le reste de sa famille. C'est hyper touchant, hyper poignant. Le génie je crois que c'est parti d'une blague entre le réalisateur et son ex-compagne qui s'est mis un jour à faire une petite voix. Et ils ont trouvé la petite voix tellement géniale qu'ils se sont dit il faut que ça serve à quelque chose. Et ils ont créé ce petit personnage. Et il y a une symbiose entre la voix et le coquillage qui fait que tu crois à 100% à tout ce que tu vois alors que c'est de l'animation. Et voilà, j'ai trouvé ce film très touchant. On a souvent parlé de l'animation, toi et moi, dans Querelle, parce qu'on estime que c'est pas quelque chose à mettre à part dans le cinéma, mais qu'au contraire, c'est bien plus du cinéma que certains films qui sont réalisés avec les pieds, puisque dans l'animation, tout doit être utile et pensé en amont. Donc la mise en scène est hyper pensée en amont parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des plans qui n'existeront pas au final, quoi. Donc, il y a vraiment un souci de mise en scène. Et là, ça m'a scotché. Donc, celui-là, c'est en 2. Et en 3, c'est Mad God, donc qui t'a fait sortir de la salle. Non, alors pas moi. Je suis sorti de la salle parce que ma petite n'a pas supporté une scène de vivisection d'un être plus ou moins humain, ce qui était assez dégueulasse et effectivement extrêmement dur. Bah, ces images cauchemardesques me hantent depuis que j'ai vu le film. Et pareil, un film d'animation en stop motion, tu sais que c'est pas vrai, mais ça te grave dans la rétine des images qui ne partent plus jamais. Mad God, pardon, c'est une descente aux enfers. C'est une vraie descente aux enfers, littéralement. C'est un type qui prend un ascenseur et qui descend, qui descend, qui descend, et quand il touche le fond, il creuse, il va dans les égouts, et quand il touche le fond, il continue, il continue, il continue, et après on continue à descendre dans un corps humain. C'est la descente aux enfers, c'est Lovecraft pour la première fois. En fait, tous ceux qui se réclament de Lovecraft, je trouve qu'à chaque fois c'est un peu raté parce que le côté indicible, immontrable et tout ça, à partir du moment où on le montre, ça fonctionne plus. Ça marche en littérature, mais à l'écran, ça marche moins. Il y a toujours un moment où on a moins peur parce que la chose est palpable. Mais là, l'idée de faire de la stop motion avec cet univers-là, c'est ça qui crée le malaise, qui crée ce décalage et ce trouble. C'est comment on dit la vallée de l'étrange. Mais là, dans le bon sens du terme, ça crée partout de l'étrangeté, de l'inquiétante étrangeté. Tu t'en sors pas, c'est pessimiste, c'est noir, et c'est en total contraste donc avec mon numéro 2, qui est Marcel le Coquillage, qui est lumineux, qui est sur le deuil, mais qui nous aide à tourner la page, qui nous aide à aller de l'avant et qui nous donne le smile à la fin du film, avec quelques larmes dans les yeux. C'est pour ça que je les mets ensemble, quoi. C'est le yin et le yang, le pile et le face. Je vais donc te dire, mais c'est plus un suspense. Le top 1. Non, mais écoute, en top 1, moi j'ai mis un film qui a eu un peu un cheat code, c'est que je l'ai revu pendant les vacances et que ça a résolu le seul problème que j'avais avec le film, à savoir qu'il n'était pas fini puisqu'il ouvrait sur une autre histoire. En définitive, pour moi, absolument pas un problème parce que je l'aimerais toujours autant, même si la suite ne devait jamais sortir. On peut voir Spider-Man Across the Spider-Verse et mourir tranquille, même si on n'a pas vu la fin. Tout simplement parce que c'est à la fois un grand spectacle au sens magnifique du terme, avec une mise en scène incroyable et inédite. C'est-à-dire que la plupart des films, on peut comparer leur réalisation, leur mise en scène à d'autres films, mais là on peut pas. Tout simplement parce qu'il innove quasiment à tous les plans. Il arrive à
à créer un univers qui se tient, alors que on peut pas imaginer d'univers plus fou. Il nous parle de multiverse, ce qui, partout ailleurs où ça a été tenté, je pense chez Marvel malheureusement, chez DC avec Flash, c'est un fiasco, où c'est nul, c'est pas intéressant, c'est confusant, ça fonctionne pas. Et là, en revanche, on se pose pas de questions, c'est tambour battant en permanence. L'introduction, bah, c'est pas Spider-Man, c'est Spider-Gwen. Je sais pas, il y a trop de superlatifs sur ce film, donc on peut séparer les éléments avant d'essayer de reconstituer pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre. Parce que bah, il y a l'animation qui, qui prend ce qu'ils avaient fait avec le premier et qui l'amène 10 niveaux au-dessus, à tel point que les autres sociétés qui font de l'animation sont totalement en ras des pâquerettes. Je sais qu'il y a des gens qui citaient le chapeauté pour comparer déjà au premier, mais déjà au premier, ça tient pas la route. Dans le chapeauté, il y a 2 scènes qui sont fantastiques. Il y a un méchant qui est graphiquement bien trouvé, mais l'histoire, le déroulé, la mise en scène, à part ça, c'est nul. C'est C'est creux. plan-plan. Là, on a vraiment, donc visuellement, c'est au-delà de tout ce qui existe. Et en plus, il y a une histoire qui est extrêmement prenante. On nous prend ce personnage, mais ce personnage, il vit, il existe. Il existe beaucoup plus, ce personnage d'animation, que des dizaines et des dizaines de personnages de films qui sont pourtant des acteurs filmés devant une caméra auxquels on peut normalement se raccrocher beaucoup plus facilement. Et là, on voit ses parents, on comprend ses parents, on comprend la relation qu'il a avec ses parents, on comprend euh, euh, comment il est, comment dirais-je, comprimé entre son identité secrète de ce jeune super-héros, son père qui est en passe de devenir capitaine dans la police, sa mère qui a un fort tempérament et qui est à la fois très aimante. Enfin, tout ça se tient, tout ça c'est vrai, alors que tout ça c'est de la BD, et ça fonctionne à 100%, beaucoup mieux que dans des tonnes de films où les relations parents, enfants, adolescents ne savent pas être racontées. Et tout ça, ça suffirait à en faire un bon film, mais en plus, il y a une action incroyable, et il y a alors l'enjeu de l'événement fondateur, etc., il est presque anecdotique au milieu de cet univers indien, cet univers où il y a tous les Spider-Man réunis, où enfin, il y a trop de choses, ça va trop vite, c'est trop beau, et je pense qu'on peut faire arrêt sur image à n'importe quel moment du film, et on voit une des plus belles photos ou des plus belles peintures qu'on a vues depuis très longtemps. Moi, je l'ai vu il y a une semaine à peu près. Enfin, je l'ai revu il y a une semaine. Je pense que je vais le revoir, peut-être pas ce soir, mais ce week-end. Enfin, oui, je suis impatient de voir la suite, mais en fait, le film en lui-même est tellement bien construit que cette fin en cliffhanger, finalement, ça pourrait être une fin. Et encore une fois, on parle de l'imagination. Et j'ai qu'une peur, c'est que finalement, en voyant le 3e volet, je sois déçu parce que je sais que mon cerveau travaille pour imaginer le reste et que ça enrichit globalement tout le film. Donc, pour moi, véritablement, même si je trouve que ça a été une année très riche de films, celui qui très certainement gardera le nom de chef-d'œuvre, c'est ce film-là. Bah, je suis assez d'accord avec toi, même s'il est un peu plus bas dans le top, finalement, on n'est pas si loin que ça. Moi, je constate la vitalité de l'animation en général, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un blockbuster comme ça, enfin comment dire, un lièvre que tout le monde va aller essayer de rattraper, même si pour l'instant ça donne des trucs effectivement un peu moyens, comme tu disais, le chapeauté, ou même les Tortues Ninja, moi, que j'ai trouvé sympathique, mais qui atteint pas non plus les niveaux. Là, on a oui, des idées, 1000 idées partout, à tous les niveaux, Mais des bonnes scénaristiques. idées.
Et des bonnes idées, ouais. Et tu parlais du multivers, c'est vrai que le multivers, c'est tarte à la crème maintenant. Et moi, ça me fait penser à un multiverse à Alan Moore. Alan Moore, il maîtrise super bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo, d'intéressant, de fantastique, d'inattendu avec un multiverse. Et là, ils vont, et c'est à la fois ludique, effectivement, avec un univers un peu Bollywood. C'est à la fois comment dire, foisonnant avec cet endroit où toutes les entités se retrouvent. Et on a enfin des choses extraordinaires, des choses intéressantes, et pas, par exemple, le Docteur Strange, et c'était ridicule. Le multiverse, on traversait 3 univers où le truc différent, c'est que les feux rouges, ils étaient inversés, quoi. Là, on a vraiment des, des surprises partout. On a des choses incroyables. Ouais, non, mais tu en as très bien parlé, j'en dirai pas plus. Non mais regarde, repense à cette scène Bollywood. Oui, qui ne sert à rien dans le scénario, mais bon. Si, mais finalement, tu as l'impression d'avoir découvert tout cet univers et de le connaître, ou en tout cas d'en avoir une idée assez construite. En fait, ça doit durer quoi, 10 minutes dans le film, maximum. Oui, oui, oui. Et rien que l'introduction de la musique mise en couleur, la façon dont les décors se transforment derrière les personnages en fonction de l'évolution de leurs sentiments. Moi, franchement, et la fin, le climax, c'est incroyable la façon dont c'est construit. C'est-à-dire que, contrairement à Dune, où je suis vraiment resté mais la suite, quoi, là, j'avais un sentiment de satiété totale, quoi. Donc, intouchable pour moi, ce film. Bah, c'est l'heure pour moi de révéler mon top 1. Ah bah oui. Et mais que dire après toi, parce que tu l'as défendu avec un tel enthousiasme. Moi, je sais pas si je réussirais à être aussi enthousiaste sur mon top 1 pour te donner envie, parce que je crois que tu l'as pas vu. Tu l'as passé à côté. Et c'est un film d'animation, encore une fois, français. On a beaucoup parlé du cinéma de genre français cette année, parce qu'il y a eu des films qu'on n'a pas mis dans notre top, mais je pense qu'on estime quand même tous les deux, du genre Le règne animal. Il doit pas être, Oui, il doit être c'est aux un portes bon du top. film, pas topable pour moi, mais un bon film. Là, il y a Vermine qui vient de sortir, apparemment, qui se défend bien, je l'ai pas encore vu. Il y a Vincent doit mourir et tout ça. Enfin, il y a eu un petit boost de cinéma de genre. Et le vrai boost, moi, c'est le cinéma de genre science-fiction, et c'est Mars Express. Ah ouais, Est-ce que tu as vu ce film? je n'ai pas vu Mars Express. C'est l'un de mes plus gros regrets pour l'instant. Je vais peut-être samedi mettre ma tenue de combat et essayer d'aller à Paris, cette ville hostile et dangereuse, pour aller voir Mars Express. Et je suis, comment dirais-je, estomaqué de le voir en top 1. Donc, j'ai envie de... Ah non, mais j'ai été le voir à sa sortie, là. On a fait une série de stages à Cergy, et il y avait un UGC à Cergy. J'ai pu aller le voir avec un camarade. Et on est ressortis tous les deux ravis. C'est vraiment tout ce que je reprochais au créateur est corrigé dans ce film-là, tout en gardant les qualités que je lui accordais et que tu avais si bien décrites, qui sont cet univers foisonnant, qui existe, qui est palpable, qui a ses propres règles et son propre fonctionnement. Là, c'est pareil, la vie sur Mars existe. La technologie existe, et contrairement à... Enfin, si, c'est un peu dans la lignée de The Creator, c'est que la technologie n'est pas vraiment expliquée, tu la comprends parce qu'elle fonctionne. Et je trouve ça assez extraordinaire. Tu vois les choses fonctionner, tu dis, mais c'est évident. Tu as l'impression qu'ils ont... je me demande d'ailleurs si c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait, s'ils n'ont pas parlé à des ingénieurs, à Alors, des je l'ai designers, à écouté des... en interview et Ah oui? sans avoir passé des mois à travailler avec des scientifiques et des ingénieurs,
ils se sont quand même, pour un certain nombre de sujets qu'ils abordent dans le film, allés voir des géologues, des Des astrophysiciens, designers, des ingénieurs, des designers, et ils ont mais ça, effectivement fait le boulot pour réussir à ce résultat que tu évoques. Je n'avais que leurs vœux pieux pour l'instant. Maintenant, tu me confirmes mais que... honnêtement, tu me dis ça, moi j'en suis convaincu parce que tout fonctionne. Ça me fait un peu l'effet, tu vois, dans, enfin, j'étais pas né, hein, mais c'est l'effet que Tintin, On a marché sur la Lune, a dû avoir tout à coup en se disant mais c'est plausible, c'est plausible d'aller marcher sur la Lune et le RG était au courant de tout ce qui était à la pointe à ce moment-là et a rendu palpable le truc. Ou de même Stanley Kubrick avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, c'est vraiment ce souci-là, sauf qu'en plus, tu as l'infini pouvoir de l'animation. C'est-à-dire que tu peux représenter à l'écran tout ce que tu veux, tout ton imaginaire. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il n'y a pas de suspension d'incrédulité gâchée par le fait qu'il y a une technologie qui va être en image de synthèse et des personnages qui vont être des comédiens. Là, tout est dans dans le même univers, tout est en dessin. Donc, tu as vraiment quelque chose, une adéquation à cet univers immédiat. Et j'ai adoré ce film dont le scénario n'est pas n'est pas des plus subtils, mais a le mérite d'être un scénario assez droit qui a un début, un milieu, une fin et qui te tient en haleine quand même, parce que tu veux, même si c'est classique, c'est du film noir. C'est un peu c'est un peu du Blade Runner en fait, c'est une enquête. Mais dans un univers tellement réaliste, tellement palpable que j'en ai encore en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de revoyager dedans, j'ai envie de revoir ce film plusieurs fois, comme toi, tu as revu plusieurs fois Spider-Man. J'ai envie d'aller voir tous les détails. Et ce qui est génial, c'est que rien n'est expliqué. Parfois, tu es un petit peu dans l'embarras. Tu te dis, mais est-ce que je vais comprendre parce que là, il me laisse dans le flou. Et en fait, la scène d'après, tu comprends. Il faut se faire confiance au film. Tout va t'être expliqué. Tu vas tout comprendre, mais sans que ça passe par les dialogues, forcément. Ça va passer par du concret, par de l'action. Il y a par exemple un moment, l'héroïne arrive sur une scène de crime. Et il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est que les enquêteurs qui sont déjà sur la scène de crime ont une réaction commune au même moment. Et on se demande ce qui se passe. Et en fait, l'instant d'après, on s'aperçoit qu'ils sont en conférence call, chacun les uns avec les autres, mais dans l'esprit, en fait, et qu'elle n'est pas encore dans la conf call. Et que quand elle actionne, elle est dans la conf call, et on comprend qu'ils se font des blagues, qu'ils sont en train de parler du corps, etc. Et tout est expliqué comme ça, en fait. C'est-à-dire par l'action, par les événements, et j'ai trouvé ça vraiment top. Et je te le conseille. Et j'hésitais à le mettre en top 1, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Ce film m'a apporté du plaisir sur tous les points. C'est une réalisation impeccable. Moi, j'ai adoré. Et je te le conseille vivement. Ben, j'ai très envie de le voir. Je regrette qu'il n'ait pas été mieux distribué parce que, Oh, il a été pas mal pareil, distribué quand même. ben ouais, mais tu vois, dans mon Cinoche, il y avait une séance par jour à des horaires à la con et j'ai jamais pu y aller parce qu'il fallait soit que je pose une demi-journée au boulot. Bah Enfin, oui. bon. Et c'est dommage, je pense que ce film n'est pas. Alors, du point de vue des producteurs, apparemment, ils ont quand même eu le succès qu'ils espéraient parce qu'avec les ventes internationales, les télévisions et tout, tout va bien. Mais ça donne vraiment l'impression du film, quand il va être disponible sur Netflix, ça va être un phénomène mondial, quoi. Donc, J'espère qu'il y aura un succès. Et puis ça remet la France au cœur de la science-fiction, dont elle est comment dire, l'origine en fait. oui. La science-fiction, c'est Jules Verne, c'est Métal Hurlant, c'est Barjavel et tout ça. Et c'est vrai que on entend ce discours sur le cinéma de genre à la française, le cinéma de genre à la française, et il suffit
d'y aller, quoi, en fait, Ouais, de se donner les moyens ce que disaient les réalisateurs des interviews que j'ai suivies, c'est que ce projet-là, finalement, il existe parce que c'est le il y a un fond. moment où France Télévisions a créé un espace pour créer du dessin animé, pas seulement pour les enfants, quoi. Et Mmh. qu'eux, ils avaient un projet dont ils rêvaient, qu'ils pensaient qu'il se ferait pas et ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit, avec la bonne proposition pour vivre leurs rêves. Et par conséquent, ils ont réussi à faire le film. Et si à l'international et ensuite sur une plateforme, c'est un succès, comme on peut l'imaginer, par la suite, ils auront peut-être l'ouverture de voir plus grand en termes de distribution, de visibilité, pour faire d'autres Bah, projets. on a envie qu'ils gardent cette exigence avec, des moyens plus conséquents. Je crois que c'est la même équipe qui avait fait, la série animée Last Man, qui était, déjà très, très bien, mais avec des limites, financières et là, on sent qu'ils ont les coudées un peu plus, franches, mais que ça serait bien s'ils avaient encore un peu plus d'argent, quoi. J'ai vraiment, adoré cette proposition. J'espère qu'elle va trouver écho. On va mettre un terme à cette émission, tout simplement parce que Oui. notre On enregistreur. rappelle nos premiers alors? C'est de l'animation tous les 2. Alors, toi, c'est Mars Express et moi, Oui, j'ai mis Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est pas la première fois que chez Curel, notre film de l'année, est un est est animé. un dessin animé. On pourra pas se mettre d'accord sur un top 1 de la chaîne comme on l'avait fait pour, le Sommet des dieux, je pense. Non, Mais mais c'est l'animation qui gagne et ça me fait plaisir. c'est l'animation qui gagne, on va dire. On pourra pas se mettre d'accord tout simplement parce que j'ai pas vu le film, que peut-être que moi aussi je l'aurais mis à une place qui aurait justifié qu'on le choisisse. On ne peut pas dire. Mais on va se retrouver très prochainement, puisqu'on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait faire dans ce bilan 2003. On voulait parler aussi des films moisis, mais toi et moi, on n'aime pas casser du sucre sur les films. Donc ce sera allé peut-être vite. Et puis, sur d'autres films qui n'ont pas accédé au top, mais qui ont quand même Ah, les mentions honorables, ouais. voilà, les mentions honorables de l'année. Et puis, malheureusement, peut-être qu'on parlera jamais de nos regrets, mais moi, j'en ai beaucoup que j'ai mis dans ma liste en couleur à voir. J'en ai rajouté encore ce soir après avoir parlé avec toi. Et il va falloir les rattraper. On n'a pas parlé des Trois Mousquetaires, de Barbie, de Napoléon, Oppenheimer, Super Mario, The Killer, Gran Turismo, les films de Si, The Killer, on en a super-héros. parlé. The Killer, on a parlé vite fait. Mais Ouais, ouais. je pense qu'il y avait plus à en dire. Pour moi, c'était pas topable. Mais bon, on en reparlera. Il est l'heure de nous quitter. Je vais te remercier, Ed Wood, de Bah, moi m'avoir aussi, je te remercie. Toujours un plaisir de accompagné, enfin, discuter de avec toi. nous être accompagnés. Oula, je parle pas français. Le De nounou. nous être accompagnés pour ce bilan 2003. En tout cas, le top 10. Donc, moi, un top 10 et toi, un top, on ne sait pas trop, mais il y en avait beaucoup. Top 367. Exactement. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur YouTube ou sur le podcast. Je vais m'attaquer à tout monter pour mettre sur les différentes plateformes. Beaucoup de travail. Je vais faire ça ce week-end parce que ce soir, ça va être trop tard. Et on se revoit prochainement pour parler de plein d'autres sujets. Cette année, on va essayer de tenir un rendez-vous bimensuel, peut-être un peu moins, mais en tout cas qu'on essaiera d'être riche et en lien avec l'activité. L'enregistrement va se couper, donc ciao les querelleuses et les querelleurs et à très Ciao, bientôt. TN. Ciao.